The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavie is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. May I ask the registrar to call the case? Est-ce que le greffe peut annoncer l'affaire? IT 96-22A, le procureur contre Dražen Erdemović. Thank you. Merci. Les présentations, je vous prie. Maître Niemann, Monsieur le Président, je m'appelle Niemann et je comparais pour l'accusation. Le Président, merci. Yes, please. La défense. Monsieur le Président, je m'appelle Jovan Babic. Je suis le défenseur de l'accusé Erdemović. Le Président, merci. Monsieur Erdemović, est-ce que vous m'entendez? L'accusé, oui. Le Président, merci. Je tiens à dire dès le début que les juges Lee et Steven présentent leurs excuses par mon intermédiaire ce matin. Ils ne sont pas en mesure de participer à cette audience. Et je vais maintenant donner lecture d'un bref résumé de l'arrêt. L'appelant a remis en cause l'arrêt de la Chambre d'appel en date du 29 de la Chambre d'instance en date du 29 novembre 1996, qui le condamnait à 10 ans de prison après qu'il a plaidé coupable de commission de crimes contre l'humanité en juillet 1995 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Les questions examinées par la Chambre d'appel recouvraient non seulement les questions soulevées officiellement par les parties, mais également le problème du plaidoyer de culpabilité de l'appelant, problème qui a été évoqué par la Chambre d'appel elle-même. En se posant 3 questions préliminaires relatives à la validité du plaidoyer de culpabilité de l'appelant, la Chambre d'appel a veillé à ce que les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments en rapport à ces nouvelles questions. Dans son jugement, la Chambre d'appel examine la validité du plaidoyer de culpabilité présenté par l'appelant et raisonnant, comme cela est exposé dans l'opinion individuelle conjointe des juges McDonald et Vora, les membres de la Chambre d'appel font remarquer que le concept de plaidoyer de culpabilité en soi est le produit d'un système contradictoire en vigueur dans les pays de common law qui justifie l'existence d'un plaidoyer de culpabilité dans le cadre de la procédure appliquée par ce tribunal. Les avantages liés au plaidoyer de culpabilité, puisque ce plaidoyer permet de réduire les coûts, de réduire les délais et d'éviter les désagréments d'un procès à de nombreux accusés, s'applique également aux procès menés devant un tribunal pénal international. La Chambre d'appel a fixé les 3 conditions préalables minima à satisfaire pour accepter la validité d'un plaidoyer de culpabilité. Premièrement, le plaidoyer de culpabilité doit être volontaire. Il doit être présenté par un accusé dont la condition mentale est satisfaisante, c'est-à-dire qui comprend les conséquences de son plaidoyer de culpabilité et qui n'est sous le coup d'aucune menace, d'aucune tentation ou d'aucune promesse. Deuxièmement, le plaidoyer de culpabilité doit être éclairé, c'est-à-dire que l'accusé doit bien comprendre la nature des charges retenues contre lui, ainsi que les conséquences de son plaidoyer de culpabilité. Et enfin, ce plaidoyer de culpabilité ne doit être ni ambigu ni équivoque. Il ne doit s'accompagner d'aucun mot qui revienne à une défense de la part de l'accusé, c'est-à-dire qui contredisent son aveu de responsabilité pénale. La majorité des membres de la Chambre d'appel, à l'exception du juge Lee,
adopter les positions suivantes en ce qui concerne ces trois conditions préalables. Le plaidoyer de culpabilité de l'appelant était volontaire, mais il n'était pas éclairé. L'appelant n'a pas compris la nature et les conséquences de son plaidoyer de culpabilité de façon générale. Il n'a pas davantage compris la nature des charges retenues contre lui ou la distinction établie entre les deux charges possibles. Ces questions ne lui ont jamais été expliquées de façon satisfaisante par la Chambre d'instance ou par le Conseil de la défense. Et le résultat, c'est que l'appelant a choisi de plaider coupable de crimes contre l'humanité et non de crimes de guerre, ce qui était également pour lui une possibilité. En examinant la distinction entre ces deux crimes, la majorité des membres de la Chambre d'appel, à l'exception du juge Lee, estime que, toutes choses égales par ailleurs, un délit punissable s'il est imputé à un accusé et prouvé comme étant un crime contre l'humanité est plus grave et devrait donc normalement déboucher sur une peine plus lourde que s'il était traité comme étant un crime de guerre. Les normes de droit proscrivant les crimes de guerre portent simplement sur la conduite criminelle de l'auteur d'un crime contre un objet immédiatement protégé. Les normes proscrivant les crimes contre l'humanité, en revanche, portent sur la conduite de l'auteur d'un crime, non seulement à l'égard d'une victime immédiate, mais également à l'égard de l'humanité tout entière. En conséquence, en choisissant de plaider coupable de crimes contre l'humanité et non de crimes de guerre, l'appelant a plaidé coupable d'un crime plus grave et d'un crime entraînant une pénalité plus lourde. Le plaidoyer de l'appelant n'ayant pas été le résultat d'un choix éclairé, ce dernier doit se voir offrir la possibilité de plaider à nouveau en toute connaissance de cause de la nature des charges retenues contre lui, de la distinction entre les diverses charges possibles, ainsi que des conséquences d'un plaidoyer de culpabilité vis-à-vis de l'une de ces charges plutôt que de l'autre. Les membres de la Chambre d'appel se sont ensuite posé la question de savoir si le plaidoyer de l'appelant était équivoque. Un plaidoyer est équivoque lorsque l'accusé plaide coupable, mais maintient une explication de ses actes qui, en droit, revient à se défendre. Le tribunal est alors contraint de rejeter le plaidoyer et d'accepter un plaidoyer de non-culpabilité. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'appelant a plaidé coupable et a ensuite prétendu avoir agi sous la contrainte. De même, la question de savoir si le plaidoyer de l'appelant était équivoque dépend du fait de savoir si l'invocation de la contrainte peut défendre complètement un soldat, peut exonérer complètement un soldat accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre si ce soldat a tué des innocents. Les membres de la Chambre d'appel estiment qu'il n'existe aucune norme de droit international coutumier permettant de savoir si la contrainte peut être invoquée par un soldat eu égard à une accusation d'assassinat de personnes innocentes. La majorité des membres de la Chambre d'instance, à l'exception des juges Cassese et Steven, estiment que la contrainte ne peut exonérer complètement un soldat accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre lorsqu'il y a eu meurtre d'êtres humains innocents. Au sein de la majorité, les juges McDonald et Vora ont examiné les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées en tant que source du droit international en vertu de l'article 38.1c du statut de la Cour internationale de justice. Ils ont acquis la certitude
que ce qui sous-tend ces normes spécifiques relatives à la contrainte dans tous les systèmes juridiques examinés par eux, c'est le principe général qu'une personne est moins condamnable et mérite une peine moins grave si elle a agi, si elle a commis un acte prohibé sous la contrainte. Au vu de ces contradictions inconciliables entre les normes régissant la contrainte dans les différents systèmes juridiques du monde, les juges McDonald et Vora ont adopté la pratique généralement usitée dans les organes judiciaires internationaux, c'est-à-dire qu'ils ont recouru au principe général dont ils ont dérivé un règlement juridique applicable aux faits impliqués dans cette affaire particulière. Ils ont conclu que cette norme est la suivante. La contrainte ne peut exonérer complètement un soldat accusé de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre lorsqu'il y a eu assassinat d'êtres humains innocents. Et en prononçant cette conclusion, ils attachent une très grande importance à la proposition selon laquelle le droit pénal international poursuit un objet normatif et doit guider la conduite des soldats dans des conflits armés en vue de dissuader de la commission d'infractions au droit humanitaire international et de protéger ceux qui sont vulnérables et faibles dans le cas de conflits armés. Le juge Lee, faisant également partie de la majorité sur ce point, conclut qu'aucun principe général de droit ne peut découler de la question de savoir si la contrainte peut offrir une exonération complète vis-à-vis du meurtre d'êtres humains innocents, parce que les positions des systèmes juridiques du monde à cet égard sont trop divergents. Le juge Lee, par conséquent, examine la jurisprudence internationale existante et conclut que l'évaluation de cette jurisprudence permet d'affirmer que la contrainte n'exonère pas complètement de l'accusation d'assassinat de personnes innocentes en droit international. Les dispositions prises par la Chambre d'appel dans son arrêt sont par conséquent les suivantes. La Chambre d'appel rejette à l'unanimité la demande d'acquittement que l'accusé lui a soumise. Rejette par 4 voix la demande en révision de la peine que l'accusé lui a soumise. Arrête par 4 voix contre 1 que le choix fait par l'accusé de plaider coupable devant la Chambre de première instance 1 ne l'a pas été en toute connaissance de cause. Arrête par 3 voix contre 2 que la contrainte n'est pas un argument de défense suffisant pour exonérer entièrement un soldat accusé de crimes contre l'humanité et ou de crimes de guerre impliquant le meurtre d'êtres humains innocents et que, en conséquence, les aveux de culpabilité de l'appelant devant la Chambre de première instance 1 n'étaient pas ambigus. Se prononce par 4 voix pour le renvoi de l'affaire devant une chambre de première instance autre que celle qui a prononcé la sentence de l'appelant, afin que celui-ci ait la possibilité de plaider à nouveau en toute connaissance de la nature des accusations et des conséquences de son choix de plaidoyer. Et enfin, la Chambre d'appel charge le greffier, en consultation avec le président du tribunal international, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'engagement rapide d'une procédure devant une chambre de première instance autre que la Chambre de première instance 1. Je viens donc de vous donner lecture du dispositif de l'arrêt de cette chambre d'appel et je m'adresse maintenant à M. Erdemovich. Monsieur Erdemovich, je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Monsieur Erdemovich, vous venez d'entendre en bref les termes de l'arrêt de la chambre d'appel. Les juges ont délibéré plusieurs mois
sur cette question, car votre situation soulève des questions d'une très grande importance, aussi bien en droit qu'en éthique. Je tiens à vous assurer cependant que nous n'avons pas laissé de côté votre détresse manifeste eu égard à la situation dans laquelle vous vous trouvez, et nous n'avons pas perdu de vue la défense très énergique de votre conseil à la fin de l'audience d'appel de mai de cette année, où vous avez dit que non seulement vous ne souhaitiez pas endurer un procès, mais qu'en outre, vous vous sentiez psychologiquement incapable de supporter les difficultés liées à un tel procès. Je tiens donc à vous dire de la manière la plus claire à vous-même et à votre conseil que la suite de cette affaire est maintenant entre vos mains. C'est à vous qu'appartient le choix. Et ce choix devra se faire entre trois options, trois possibilités qui vous sont offertes. Soit le procès est remis à une chambre d'instance comme nous venons de le décider, c'est-à-dire une nouvelle chambre d'instance, car l'affaire sera remise à une nouvelle chambre d'instance dont la composition a déjà été décidée et qui est prête à entendre votre affaire dans les meilleurs délais. Donc, les options qui s'offrent à vous sont les suivantes. Premièrement, vous pouvez modifier votre façon de plaider eu égard aux crimes contre l'humanité et les actes que vous avez avoué avoir commis à Srebrenica. Vous pouvez donc modifier votre façon de plaider en passant de crimes contre l'humanité aux crimes de guerre. Dans ce cas, la nouvelle chambre d'instance ne mènera pas de procès, mais se contentera de vous condamner et peut décider de prendre en compte des circonstances atténuantes compte tenu du fait que vous prétendez avoir agi sous la menace d'un danger pour votre vie. Deuxièmement, vous pouvez choisir de plaider coupable de crimes contre l'humanité. Dans ce cas, encore une fois, la nouvelle chambre d'instance se contentera de prononcer un verdict sans procéder à un procès, sans mener un procès. Et là encore, la chambre d'instance pourra choisir de considérer la contrainte comme étant une circonstance atténuante compte tenu des circonstances dans lesquelles vous prétendez avoir agi. Troisièmement, vous pouvez décider de plaider non coupable devant cette nouvelle chambre d'instance. Et c'est seulement dans ce cas qu'il y aura un nouveau procès avec évaluation des éléments de preuve en vue de déterminer si vous êtes ou non coupable des charges retenues contre vous. Je ne peux bien sûr m'exprimer à la place de la chambre d'instance sur ce point, mais il est possible qu'un tel procès s'appuie au moins en partie sur les éléments de preuve déjà présentés à la chambre d'instance précédente et enregistrés sur des cassettes audio et vidéo. En tout état de cause, en conséquence de la décision de la majorité des membres de la Chambre d'appel, le fait que vous ayez prétendu avoir été soumis à une menace pour votre vie est donc forcé d'agir en tant que membre du peloton d'exécution ne constitue pas en soi une défense qui puisse aboutir à votre acquittement. Cependant, comme dans tous les procès menés devant ce tribunal, vous serez présumé innocent et uniquement condamné si la chambre d'instance acquiert la conviction, sur la base des éléments de preuve qui lui seront soumis, de votre culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. Monsieur Erdemovic, tels sont les choix, les options qui se présentent à vous. Le choix est peut-être difficile, mais en tout cas, il est clair. Je ne vous demande pas de vous prononcer aujourd'hui. Je vous demande de consulter votre conseil et de sous-peser de façon approfondie et avec le plus grand soin les possibilités qui s'offrent à vous. Car c'est à vous qu'il appartient de plaider d'une
de plaider à nouveau devant cette nouvelle chambre de première instance. La majorité des membres de la chambre d'appel a estimé que lors de votre première comparution, votre plaidoyer de culpabilité n'était pas éclairé, que vous ne l'aviez pas présenté en toute connaissance de cause. Et donc, notre seul souci est que désormais, vous plaidiez en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que vous compreniez bien la nature des charges retenues contre vous, ainsi que les conséquences de votre façon de plaider. Nous vous demandons, et nous attendons de vous, ainsi que de votre conseil, que vous examiniez tout cela avec le plus grand soin et que vous déterminiez votre nouvelle façon de plaider devant la nouvelle chambre de première instance lorsque celle-ci sera saisie de votre affaire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et s'il y a des commentaires, des déclarations à faire, je suis prêt à les entendre. Autrement, l'audience est levée. Mais je me demandais si M. Erdemovic avait l'intention de prononcer une déclaration. L'accusé. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je tenais à dire que je ne souhaite pas tout simplement que l'on continue à discuter de cette affaire. Ce n'est pas pour moi que je ne souhaite pas cela, c'est pour ma famille. J'ai dit très simplement, si vous voulez réduire ma peine, réduisez-la. Sinon, je suis prêt à rester en prison 10 ans. Mais vraiment, je n'ai pas envie, je n'ai pas le désir que l'on recommence à discuter de ce dont j'ai été coupable ou pas coupable. Je ne souhaite plus pour ma famille que mon nom soit à nouveau mentionné à la radio, à la télévision, un peu partout. C'est pour ma femme que je parle, pour ma famille. Le président. Merci. Merci, Monsieur Erdemovic. Comme je vous l'ai déjà dit, il vous appartient désormais de consulter votre conseil et de décider de la façon dont vous allez procéder au moment où vous serez présenté à la nouvelle chambre d'instance. C'est à vous qu'il appartient de décider de la façon dont vous allez plaider. J'ai pour ma part tenté d'expliciter la nature des différentes façons de plaider qui s'offrent à vous et j'espère également vous avoir expliqué de la façon la plus claire les conséquences qui en découleront. Merci beaucoup. L'audience est levée.